Bonjour à tous, c'est Éline de l'association Startech et aujourd'hui je vous emmène passer la journée avec un entrepreneur. C'est la prédiction de blessure des athlètes professionnels au sein d'un club, donc on vend ça en B2B. Pourquoi ? Parce que la blessure, ça a un coût énorme auprès des clubs. Quand un joueur se blesse, tu dois le traiter, donc ça a des coûts drastiques. La valeur marchande du joueur, elle diminue pratiquement, puisque mettons Mbappé il se blesse pendant 2 ans, forcément ça n'a plus la même valeur à la fin que quand il est arrivé. La valeur marchande diminue. Un club comme le PSG, ça leur a coûté 58 millions la saison dernière. Donc c'est une énorme problématique. Et on se demandait pourquoi les clubs ils adressaient pas la blessure, parce que ce qu'ils font les clubs c'est du curatif, c'est-à-dire qu'ils vont traiter la blessure une fois qu'elle est arrivée, mais ils n'ont pas de moyen de la prédire. Un joueur il peut se blesser parce que il s'est trop entraîné la veille et il a mal mangé le soir donc il a mal récupéré, il s'est disputé avec son collègue et donc ça a créé un stress aussi. Et tout ça fait que la blessure peut arriver sans forcément que tu aies des signaux sur l'imagerie. Des softwares sur lesquels ils vont rentrer de la donnée. On met à disposition aussi pour certains clubs qui n'ont pas forcément une structure de données solide, des outils Mona qui permettent de récolter de la donnée. Et après, tu récupères toutes ces données-là, tu fais ce qui s'appelle du data engineering. Donc c'est une énorme phase qu'on fait quand on signe un club, c'est leur construire une base de données propre. Et donc ça déjà c'est une énorme plus-value pour eux. Et après derrière on entraîne nos modèles sur les données. Donc c'est des modèles de machine learning qui permettent de prédire un risque de blessure musculo-squelettique non traumatique. Donc en gros c'est toutes les blessures ligamenteuses, articulaires, osseuses, etc. Et un niveau de performance. Et donc comment ça s'articule sur le produit? C'est un software SaaS. Tous les jours on a bien fait l'analogie avec FIFA, donc je ne sais pas si vous voyez, mais en gros FIFA, quand tu arrives, tu as la liste de tes joueurs avec leur risque de blessure. On s'est un peu inspiré de ça, où tous les jours le coach il a sa liste de joueurs et les blessures associées, les risques de blessures associés. Je suis un coach, le dimanche soir, c'est souvent le dimanche soir, je prévois ma semaine prochaine. Les entraînements de la semaine, qui va faire quoi l'entraînement et le match. En gros, en saison, c'est ça. Donc j'ai le match le samedi et donc je vais devoir articuler ma semaine autour du match de samedi pour que les joueurs s'entraînent et pas les cramer non plus avant le match, etc. Et donc nous, ce qu'on a mis, c'est un calendrier. Tu viens drag and drop tes entraînements de la semaine et en fonction de l'entraînement que tu as prévu, du déplacement, etc., les scores de blessures et de performance s'ajustent donc pour chaque joueur avec des alertes sur attention, tu as prévu cet entraînement là mercredi, mais ce joueur-là, ça va faire augmenter de 3 points ce risque de blessure. À la place, c'est plutôt ça. En gros, là, on fait du rétro-engineering, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a prédit, on est capable de rétrograder et voir quelles sont les variables qui impactent la blessure du joueur. Une fois qu'on a fait ça, il faut expliquer quelles sont les données sur lesquelles il va pouvoir jouer. Des KPI au coach, au head of perf, au kiné, sur les 3-4 métriques sur lesquelles il faut absolument qu'il joue pour éviter que le joueur se blesse. Et donc ça, c'est ça la plus grosse plus-value de Mona. Donc là en gros on a 4 blocs différents, donc avec des points, vraiment des points d'impact, donc pour pour dire au coach pourquoi le joueur va avoir un plus gros risque ou non. C'est des agents qui sont entraînés sur les données du joueur, du club, donc sur le contexte du club et sur des corpus de textes scientifiques. Et donc en gros ça permet au coach, au head of perf, au kiné de venir interroger leur base de données et de comprendre vraiment, au même titre qu'ils interrogent le ChatGPT, sur comment faire pour optimiser l'entraînement, éviter que le joueur blesse. On a également du coup un chatbot, du coup une analyse du jour et d'heure. On peut lui poser des questions, on peut faire plein de trucs, on peut voir la liste des priorités pour que le coach y voit. On bosse avec des clubs en top 14, beaucoup en Grèce en basket, Arméter, les forces spéciales françaises. C'est fou ça. Saint-Germain en première ligue, Ajaccio, l'équipe de France basket.
a un code pour le web, un code pour l'app mobile. On a un code pour le back-end, donc pour interagir entre le front-end et la base de données. Okay. Est-ce qu'on peut voir un peu derrière du code, enfin comment ça marche? On prend des exos, donc on va peut-être pouvoir faire du bench, on met un nom et une duration. Et après, du coup, dans le code, on va récupérer du coup tout ce qu'on a mis là, donc on va le créer directement en base de données et après on va envoyer à tous les joueurs une notif comme quoi ils vont avoir un entraînement qui va arriver bientôt. Okay. Penser qu'on n'a pas le temps de faire les choses, mais en réalité, décaler de 1-2 mois. Ouais, ça change. On a fait des erreurs aussi sur le recrutement, c'est un peu plus difficile à faire et je pense qu'on pourrait avoir des clés un peu plus intéressantes sur le recrutement. Et les erreurs de recrutement t'apprennent à justement. En fait, c'est des erreurs de recrutement, mais sur le fit, sur l'humain. Et en fait, c'est ok qu'il y a une personne qui ne soit pas forcément adaptée à l'esprit entrepreneurial, qui ne soit pas adaptée à la culture de l'entreprise, même si tu es cadre, tu peux créer une culture d'entreprise et c'est aussi beaucoup de les impliquer dans cette aventure entrepreneuriale. Donc ça c'est très important aussi de leur faire comprendre de faire comprendre à tout le monde que l'entrepreneuriat c'est des hauts et des bas, que les bas on va les vivre ensemble aussi et que ça ne va pas toujours être dans une grande entreprise globalement tout va toujours très bien ou même s'il y a des bas, pas tout le monde est concerné. Là ici tout le monde est concerné. Le plus ouvert possible pour discuter, donc c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de retours, mais on est très très preneur de feedback aussi envers les gens qui travaillent. Si vous devez donner 3 qualités à un Entrepreneur au début, tu vois, mais la résilience, je pense que c'est vraiment. Il y a tout le temps, il y a des gens qui vont nous dire quand on avait des problèmes, si on se serait laissé dans le stress, on a juste posé le doigt. Être moi entrepreneur, c'est aussi arriver quand on a des problèmes, à les gérer l'état d'esprit ou c'est un peu du management, mais arriver à insuffler que tout le monde aille dans le même axe. Ça fait 2 ans qu'on a lancé Mona et on a eu 1 an de R&D parce que pour créer ces modèles de machine learning, il fallait la donner. Parce que ce sera la donnée qu'on a mis à disposition gratuitement à des bêta-testeurs dans le triathlon, dans la course à pied, dans le cyclisme. Fait 1 an de ça avec 800 bêta-testeurs, donc ça permet d'avoir des millions de points de données. Mais c'était vos amis, enfin comment vous les avez trouvés? Il y a eu des potes, il y a eu des gens qu'on a démarché sur LinkedIn, après des potes de potes. Comme on avait un MVP, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément anticipé, mais les utilisateurs ils se prenaient vraiment en jeu et donc ils faisaient des retours produits tout le temps. De grandeur un peu de la licence à l'année, enfin vous facturez combien? Ouais, c'est entre. Donc ça varie du nombre d'utilisateurs et ça varie entre 40 et 120 000. Ok. Donc c'est une licence qui est chère. On a l'impression que c'est un produit assez premium. Et notre but horizon 2027-2028, c'est de déplacer une partie de l'équipe aux États-Unis. Et vous n'avez pas de concurrence? Il y a eu une boîte qui s'appelait Zone 7 qui faisait de la prédiction. Okay. Et donc pour X ou Y raison, ça n'a pas forcément marché. Il y a 10 ans déjà, je pense que la data n'était pas au cœur du sujet, notamment dans le monde du sport. Et surtout, les modèles d'IA n'étaient pas optimisés comme ils sont optimisés aujourd'hui. Okay. Et donc c'est vrai qu'ils avaient justement, ils ont bossé avec beaucoup de clubs, mais ils avaient cette problématique de faux positifs et de vrais positifs dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, les clubs avec lesquels on discute, qui ont utilisé Zone 7, nous ont tous quasiment dit à l'unanimité en fait, nous à la fin on a perdu confiance au modèle parce qu'il y avait trop de faux positifs. Donc il y avait trop de faux, on disait que le joueur allait se blesser, il ne se blessait pas. Et ça c'est une vraie problématique, nous on met un cœur là-dessus parce qu'on veut éviter de refaire entre guillemets la même erreur, même si j'imagine qu'ils ont fait avec aussi les moyens il y a 10 ans, etc. Et par contre notre grosse plus-value, notre avantage concurrentiel, c'est la base de données qu'on a réussi à récolter depuis qu'on a commencé. Donc là on a à peu près 4 milliards de points de données, donc c'est vrai que ça commence à faire, et c'est amené à augmenter. Et oui, s'il y en a un, il se lance maintenant, il a déjà 2 ans de retard par rapport à vous. Il y aura ce retard-là sur les points de données que tu dois avoir avant de pouvoir avoir des modèles. Plus tu as donné, plus tes modèles sont précis. Et depuis, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des choses qui se créent, il y a beaucoup de choses qui sont sur des pôles très précis. Donc tu vas avoir des solutions qui vont venir vraiment s'occuper du monitoring de la nutrition par exemple, mais très axé nutrition. Nous, pour l'instant, de ce qu'on voit en tout cas dans le landscape, c'est qu'on est les seuls à être holistiques sur ce truc-là. En gros, pendant mes études de pharmacie, j'ai fait des stages à l'hôpital, en entreprise pharmaceutique. J'ai eu la chance de monter 2 projets entrepreneurs. Étudiants bien sûr. Que ça t'apporte aujourd'hui d'avoir eu justement ce background un peu santé? Les données qu'on va venir intégrer au sein d'un club, ça peut être des données médicales aussi. Donc des données d'imagerie médicale, des biomarqueurs sanguins. Toujours aller chercher un petit peu comment intégrer ces données-là et comment elles peuvent impacter la blessure et la performance. La chose, c'est quand on discute avec des coachs ou des directeurs de la performance,
c'est quand même cool de discuter, de parler, même quand je fais du sales, ça m'arrive, de parler le même langage Ouais. qu'un directeur de la performance, où ils ont poussé aussi leur connaissance scientifique de l'entraînement assez loin. Pour moi, le master, il n'est pas là pour t'apprendre l'entrepreneuriat, Ouais. parce que l'entrepreneuriat, ça s'apprend en pratiquant, mais par contre, il te donne premièrement, il te le permet de le pratiquer, donc ça, c'est les grosses plus-values du master. L'émission startup, pour le coup, tu pratiques, tu vas vraiment créer une boîte from scratch. La première mission du master, c'est ça. Tu crées une boîte quasiment de zéro et tu dois faire quasiment tout de l'étude de marché jusqu'à plan 1, jusqu'au business plan. Et practice sur ce qu'il faut faire et pas faire. Ok. À toi d'appliquer aussi à ton business. Même quand tu lances une entreprise, on a tendance à te donner des conseils. Donc il faut après savoir les écouter, mais pas forcément les transposer parce que tout n'est pas transposable sur ta boîte. T'évites de faire des erreurs bêtes que tu peux éviter, surtout au début quand tu lances une boîte. Du coup, c'est quoi les 3 erreurs à ne pas faire quand t'es entrepreneur? Alors les 3 erreurs, c'est très simple. La première erreur, c'est de s'associer sans faire de pacte d'associés. Ça, c'est l'erreur, je pense, assez classique. On se dit on est potes, souvent on entreprend entre potes, etc. La vie d'une entreprise, c'est plutôt 5, 6, 7 ans. Donc est-ce qu'on va être capable de se supporter pendant 7 ans humainement? Donc vraiment, moi en tout cas, mon conseil, ce serait de s'entourer de professionnels, d'avocats, etc., qui connaissent vraiment les subtilités d'un pacte d'associés. Deuxième truc, je pense, c'est pas assez parler à ses clients. On a eu tendance à le faire au début et maintenant on parle tous les jours à nos clients parce qu'en fait c'est de la data qui est hyper tangible. Et en fait, si on parle pas à notre client et qu'on construit un produit que sur notre consensus et nos envies, bah en fait c'est nos envies, c'est notre volonté, mais ça ne répond peut-être pas à un problème ou un besoin. En tout cas, ça va peut-être répondre à un besoin, mais ce qui ne sera pas adapté aux conditions réelles du client. Et troisième site, ça, bah en fait je te donne ces erreurs-là parce qu'on les a fait et que ça me paraît pour moi assez pertinent parce que c'est des erreurs qu'on a fait. C'est de pas prendre le temps de célébrer les petites victoires. Après, c'est sûr que c'est aussi le grand saut un peu dans le vide. T'as aucune certitude quand t'entreprends. Tu sais pas si tu vas gagner de l'argent, tu sais pas si ton produit va être aimé. Mais même aujourd'hui, je veux dire, ça va qu'on arrive à se payer, mais je veux dire, quand je développe une fonctionnalité ou mon produit, j'ai toujours cette incertitude que ça va pas forcément plaire, que demain peut-être qu'on va perdre un client. Enfin voilà, j'ai toujours cette incertitude là. Mais c'est ce qui rend aussi le truc assez excitant.